on est entrepreneur, on est investisseur. Gérer des galères, c'est notre quotidien. Et je crois qu'on aime ça. C'est pas pour toi, mais je crois que j'aime ça au final. Par contre, je veux que ça soit un risque limité. La fuite horrible, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, c'est la bombe de douche qui s'était un peu désolidarisée. Du coup, ça, tu le vois pas. Quand est-ce que tu le vois? Quand tous les appartements en dessous fuient. Du coup, j'ai fait fuir toutes. J'étais au 4e. J'ai fait fuir tous les appartements en dessous jusqu'au parking, jusqu'au cave. Et le problème, c'est qu'au début, tu dis non, c'est pas moi. Alors, ça va pas faire plaisir à nos amis qui sont à Dubaï et qui sont partis par le syndrome de l'objet brillant. Mais la France peut être un magnifique paradis fiscal à qui sait l'utiliser. Et la résidence principale, en fait, c'est une niche fiscale aujourd'hui. Mais une résidence principale en net, avec un patrimoine net, peut permettre de lever de la dette également. Vous pouvez ne pas avoir de travail, vous pouvez lever de la dette parce que vous avez un patrimoine net en résidence principale qui est payé. Vous avez protégé votre famille, vous avez potentiellement protégé de l'argent, et en plus de ça, on va quand même vous prêter de l'argent. C'est pas glamour, mais c'est intéressant. Plus on est jeune, plus c'est intéressant de l'évoquer sur un incident de vie. Est-ce que j'ai protégé ma femme? Est-ce que j'ai protégé mon mari? Est-ce que mes enfants sont protégés? Si vous avez envie d'investir dans l'immobilier, votre meilleur partenaire, c'est la banque. C'est sûr, ça s'appelle l'effet de levier bancaire. Si vous avez envie de diversifier à un moment, c'est sûr à 98% que votre meilleur partenaire ne soit pas la banque. Aujourd'hui, on est dans un marché où on peut travailler la bonne affaire. Ça veut dire que vous avez la capacité d'acheter 4 biens rentables à l'année. Donc, vous avez plus de capacité à acheter que ce que vous êtes vraiment capable de faire. Bonjour Damien, alors aujourd'hui on va parler investissement. Tu es un investisseur immobilier, on s'est rencontré à un séminaire l'année dernière et j'aimerais bien échanger avec toi parce qu'on a discuté ensemble et tu as un parcours intéressant et inspirant et tu aides d'autres investisseurs également. Alors j'aimerais bien que tu te présentes et puis que tu nous dises quel est ton parcours et quels sont les investissements que tu privilégies aujourd'hui. Mais déjà, si tu peux te présenter puis parler de ton parcours dans les investissements en général. Yes, merci Eric déjà pour l'accueil. Je m'appelle Damien Lamy, j'ai 43 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. J'habite à Montpellier, dans le sud de la France. Après 39 ans à Paris, je suis allé vivre au soleil et j'ai un parcours tout à fait classique à la base. Donc, j'ai un bac plus 5 pour faire plaisir à mes parents et j'ai travaillé 14 ans en banque, dans des grands établissements bancaires. Le premier, vous devez tous connaître, BNP Paribas, et ensuite une maison de gestion de fortune qui est un peu moins connue, qui est une filiale d'une banque néerlandaise. Et puis à un moment, je me suis dit qu'il y avait peut-être un autre monde qui existait. J'ai commencé à investir dans l'immobilier et à choisir mon départ du monde du salariat pour m'épanouir dans un autre domaine. J'étais très épanoui en tant que salarié, mais à un moment, j'étais plus épanoui. Alors j'aimais bien mon travail, j'aime à dire, c'est pas mon travail qui m'a fait partir, c'est plutôt l'environnement. C'est-à-dire que j'étais plus aligné avec mes collègues et non pas eux qui avaient changé, mais moi qui avais changé par des lectures, par du passage à l'action. En fait, quand en immobilier, tu t'es créé ton augmentation, ben, tu râles moins si tu n'es pas augmenté, en fait. Ouais, Moi, je m'étais dit, c'est mon CDI qui va me faire mon augmentation. Et en fait, le CDI, alors j'étais en banque, ma femme était en cabinet de conseil en publicité, donc on gagnait bien notre vie. Ce qui fait que nos CDI respectifs nous permettaient de nous créer notre propre augmentation. Donc, j'ai commencé par de l'achat j'ai commencé tout à fait classique par ma résidence principale avec ma femme. Ensuite, on a eu la famille qui s'est agrandie. Il a fallu trouver une solution. Donc, on a transformé dans 2 pièces en 3 pièces. Et on a revendu dans la foulée. On a fait 150 000 € de plus-value. Et ensuite, on a racheté une résidence principale. On a refait des travaux. Résidence principale, c'est le meilleur investissement. J'adore les youtubeurs qui disent, ou à la Kiyosaki, tu sais, c'est un passif, la résidence principale. En fait, si c'était un passif, ça voudrait dire qu'on est tous des moutons et qu'on fait tous la même chose et qu'on aspire tous au même devenir. Et c'est pas vrai. Je pense qu'on a tous un ADN différent et on a tous des aspirations différentes. On pourra en parler, si tu veux, Eric, dans la vidéo, sur ma manière de voir la vie et de voir l'accompagnement. Et du coup, j'ai fait une deuxième résidence principale. On a vécu dedans, on a été heureux pendant quelques années. On a rectifié des problèmes. C'était une résidence principale que j'appelle à potentiel. Il y avait des petites choses à rectifier. C'était pas gagné à les rectifier, c'était compliqué. Pour la petite histoire, à un moment avec ma femme, on croyait qu'on était des warriors. On avait envoyé nos enfants chez les grands-parents. On s'est dit, on va dormir pendant les travaux dans la maison. Et en fait, au bout de 3 jours, on a dû partir parce que c'était irrespirable. Ah ouais, d'accord. Voilà. Donc en fait, vous l'avez valorisé par la suite. En fait, je voulais juste revenir à ce que tu disais tout à l'heure, en fait, que beaucoup de personnes disent que la résidence principale, c'est un passif. Et toi, en fait, tu le vois comme un actif, enfin, tu le valorises et donc tu crées de la valeur et tu le revends ensuite.
Alors, en fait, déjà, techniquement, c'est important de revenir. J'ai un frère avocat et des fois, il intervient dans mes formations et il me dit: «Damien, toujours les principes en premier.» Et si on revient aux principes, bah, en fait, heu, une résidence principale est un bien immobilier et du coup, c'est un actif, techniquement. Donc on peut pas enfin, à un moment, il faut dire les choses, telles qu'elles sont, c'est-à-dire qu'en fait, comptablement, c'est un actif. Donc ça veut dire que ça enrichit son patrimoine et on a un patrimoine, qui augmente dans le temps. Si on avait un remboursement à la banque, bah, ton patrimoine net, il augmente grâce à ta résidence principale. Donc, c'est réellement un actif parce que c'est quelque chose que ben, tu peux transmettre. Tu peux y séparer l'usufruit avec la nue propriété. Donc, c'est un réel actif. Après, c'est pas forcément. Moi, alors, j'ai pas le discours le plus sexy, Eric, sur Internet. J'ai un discours assez terre à terre. Mais ce qui est intéressant derrière, c'est de pouvoir jouer avec le fait de devoir vivre dans une résidence principale. C'est la pyramide de Maslow. Il faut un toit sous la Ouais, effectivement. tête. Et à côté de ça, essayer d'avoir une vision d'investisseur. Là où je rejoins, c'est que certaines personnes, c'est quand la résidence principale est mal achetée. C'est-à-dire qu'elle est achetée que émotionnellement, très haut par des commerciaux qui savent faire, par exemple, dans le neuf et où tu es endetté à 40 et derrière, tu ne peux plus rien faire pendant les 10 prochaines années. Ouais, dans ce cas-là, ça te bloque et tu peux plus investir sur d'autres biens ça. immobiliers. Et là, c'est dommage. Mais c'est vrai qu'il y a souvent en fait, on joue souvent sur les mots. Il y a des personnes qui disent que c'est pas un investissement, que c'est plutôt un placement. Là, je peux un peu les rejoindre parce que voilà, tu places ton argent dans un actif qui va prendre de la valeur, tu pourras le revendre plus tard, mais ça reste un actif, comme tu le dis. Et si c'est acheté trop cher, ben, c'est un actif qui peut, enfin, il a quand même une valeur, mais il y a beaucoup de dépenses et ça peut impacter effectivement sur la suite. Après, par rapport au fait que c'est acheté trop cher, j'avais discuté une fois avec mon notaire, je lui avais dit est-ce que vous avez des fois des opérations avec des biens en dessous du prix du marché? Il m'avait regardé, il m'avait dit: «Vous savez, le prix du marché, c'est quand un acheteur et un vendeur se mettent d'accord, ça devient le prix du marché.» Tu sais, on entend souvent, on achète sous le prix du marché. Mais en fait, si on revient encore une fois au principe, le prix d'un marché, c'est le prix, bah, c'est encore une fois technique. C'est à chaque fois qu'un acheteur et un vendeur deal quelque chose, ça devient le nouveau prix du marché. Donc, si tu as 5 deals qui augmentent de 10%, le prix du marché, en fait, augmente de 10%. Donc, tu vois, des fois, voilà, un petit peu de bémol. Peut-être que la personne elle va avoir acheté un peu cher, mais en fait, elle va aussi avoir appris plus qu'avec de la location. C'est quoi le coût de l'apprentissage aujourd'hui? C'est quoi le coût de l'erreur? C'est quoi le coût de l'inaction? Donc, elle sera passée chez le notaire. Elle aura signé une offre de prêt. Elle aura vu tout le cycle de l'offre de prêt, peut-être pour son prochain investissement immobilier. Elle aura profité de quelque chose qui peut être exceptionnel en France. Ouais. Parce que la France peut-être alors, ça va pas faire plaisir à nos amis qui sont à Dubaï et qui sont partis par le syndrome de l'objet brillant, mais la France peut être un magnifique paradis fiscal à qui sait l'utiliser. Et la résidence principale, en fait, c'est une niche fiscale aujourd'hui. Euh, et comme celle-là, peut-être qu'elle va avoir du mal à vraiment bouger. Donc, on a une exonération sur la plus-value. C'est juste magnifique quand on fait une belle plus-value, qu'il n'y a pas d'imposition dessus. Donc, et comme tu dis, voilà, il y a aussi mais comme quand on ferait un mauvais investissement, quand on un investissement locatif avec un effort d'épargne de 800 €, alors qu'au début, tu pensais que tu allais faire 500 €, ça serait pas mieux qu'une résidence principale mal achetée. Tout à fait, ouais. Donc ça demande aussi de se former et puis de bien faire les calculs avant de se lancer. Mais si effectivement on fait les choses correctement, on peut continuer à investir et ça c'est quand même, même si on fait des erreurs comme tu dis, on va apprendre et puis on va progresser. Le passage à l'action, c'est ce qui permet de se projeter, puis d'avancer, de faire d'autres opérations. Et donc, tu parlais de ta deuxième résidence principale. Tu disais que il y avait eu quelques soucis et que vous avez pu résoudre ces soucis. Oui, non, c'est pas du souci, on était un peu plus jeunes qu'aujourd'hui et un peu ambitieux. Et on s'était dit, tiens, on va rester dans l'appart pendant que les travaux vont commencer. Et au bout du troisième mur qui était cassé, on a vu que l'air était irrespirable et on a dû partir. Non, il y a pas eu des soucis, il y avait des aléas, c'est-à-dire qu'il fallait absolument qu'un tuyau passe à un endroit précis. Et je demande à l'artisan, oui, quand on va sonder le sol, si ça passe pas, parce que ça dépend dans quelle sauce était fait le plancher. Ben, on verra dans ce cadre-là. Ils ont bien rigolé avec ma femme.
Parce que moi, je suis toujours worst case, toujours pire scénario. OK, mais qu'est-ce qui se passe si jamais ça marche pas? Et ma femme, elle est toujours, ça va passer, quoi. Et du coup, lui, il s'est rangé du côté de ma femme et au final, c'est passé. Et, et on a pu, en fait, il y avait quelque chose qu'il fallait absolument améliorer dans cet appartement. Et on a pu l'améliorer grâce à ça. Et c'était des contraintes techniques sur lesquelles il fallait voir. Mais effectivement, c'est comme l'entrepreneuriat. On en parlait en off. Quand c'est pas le A, c'est le B. Quand c'est pas le B, c'est le C. Mais on sait qu'il y a des pivots à faire et il y a des possibilités de mettre en place différentes choses. Et donc, ça permet de créer de la valeur et ensuite d'avancer, puis de continuer à Je investir. vais juste revenir sur la résidence principale, en fait, sur le fait d'être sur un actif ou un passif. Ce qui fait le plus mal aujourd'hui dans la communication globale, on a une surinformation. YouTube, j'ai l'impression qu'il y a un formateur en immobilier qui sort encore tous les jours. Et en fait, c'est juste la non-maîtrise et la non-connaissance. Mais une résidence principale en net, avec un patrimoine net, peut permettre de lever de la dette également. C'est-à-dire, vous pouvez ne pas avoir de travail, vous pouvez lever de la dette parce que vous avez un patrimoine net en résidence principale qui est payé. Vous avez protégé votre famille, vous avez potentiellement protégé de l'argent, et en plus de ça, on va quand même vous prêter de l'argent. C'est technique, bien évidemment. Il y en a beaucoup qui ne maîtrisent pas, donc qui n'en parlent pas, mais ça fait partie de certaines possibilités. Ça, c'est très intéressant parce que souvent, je vois beaucoup de personnes qui pensent, tiens, la banque ne me prêtera pas parce que j'ai pas mon CDI ou j'ai pas. Et en fait, souvent, on a une vision réduite de ce que le banquier peut faire. Et il y a plein de leviers possibles pour que le banquier vous fasse un prêt pour acheter d'autres appartements. Ça peut être effectivement le patrimoine, ça peut être le fait de placer de l'argent chez eux. Pas nécessairement votre salaire, mais juste des fois un placement, une somme d'argent. Ça peut être différents leviers de négociation. Et c'est intéressant, c'est très intéressant ce que tu dis. Et pour moi, j'apprends quelque chose. Je ne savais pas que la résidence principale pouvait être un levier. En fait, il y a deux choses complémentaires. Il y a le patrimoine net et le patrimoine brut. Donc, le patrimoine brut, retenez, vous avez 1000 euros. Vous avez un patrimoine d'1 million d'euros, c'est génial, mais en fait, vous devez à la banque 900 000 euros. En fait, vous avez un patrimoine net réel de 100 000 euros. Et on peut jouer, dans certains cas, sur ce patrimoine net. Et après, on peut jouer également sur les marchés, sur les placements financiers. On peut jouer avec une assurance vie luxembourgeoise sur du crédit lombard. On peut aller chercher pas mal de choses. Le truc qui est difficile à faire, c'est si vous êtes surendetté. Là, j'ai eu le cas, parce que j'ai déjà sorti des personnes qui étaient fichées Banque de France du fichage. Par contre, si vous êtes fiché Banque de France, que vous êtes passé aux commissions de surendettement et qu'ils ont effacé vos dettes, ça devient beaucoup plus compliqué. Vous allez devoir purger une période de. Je vais au bout parce que j'ai eu le cas ce week-end en mastermind. Il y a des cas où je ne suis pas magicien, on n'est pas magicien même quand on connaît. Mais dans 95% des cas, ça va être une succession d'actions à mettre en place pour pouvoir être finançable. Ok. Bon, donc en fait, ça, les leviers au niveau des banques, je pense que tu connais bien puisque tu viens de ce secteur-là. Donc, bien sûr, ça a pu t'aider, ça te permet d'aider les personnes avec qui que tu aides pour l'investissement. Et donc, en fait, pour toi, c'est quoi ton support d'investissement préféré ou privilégié aujourd'hui? Alors, en immobilier, il y a plusieurs classes d'actifs, mais en immobilier, j'aime bien quand même l'immeuble de rapport. Je ne m'y suis pas mis tout de suite, même si la première maison que j'ai achetée, ça a été divisé en deux. On peut dire que c'est un mini-immeuble, mais bon, c'est une maison au final. Mais l'immeuble de rapport, c'est cool. Je trouve ça sympa parce que le risque est dilué. Il est plus dilué qu'avec une colocation. Quand c'est bien fait, ça prend pas énormément de temps. Le risque est plus grand. Le risque est plus grand de se planter. Dans les personnes qu'on accompagne en clé en main, par exemple, on fait toujours venir un ingénieur structure pour s'assurer qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas un problème de structure. Moi, ce qui me fait toujours peur, c'est pas le petit problème. On n'a pas vu qu'en fait, il y avait un mur qui était où il fallait refaire un coup de peinture, ou alors il y avait un radiateur qui était, ou alors même un tableau électrique qui n'était pas conforme. Je m'en moque ça, parce qu'on maîtrise les coûts. Le truc qu'on maîtrise pas, c'est réellement si il y a par exemple les termites, tu vois. T'as pas. Bon, aujourd'hui, c'est quand même compliqué si tu te plantes sur les termites. C'est vraiment que tu n'as pas lu grand-chose. Mais il peut y avoir d'autres choses plus complexes, de la mérule ou d'autres choses qui sont des grosses galères et qui sont chères. Moi,
On est entrepreneur, on est investisseur. Gérer des galères, c'est notre quotidien. Et je crois qu'on aime ça. C'est pas pour toi, mais je crois que j'aime ça au final. Par contre, je veux que ça soit un risque limité derrière. Donc, il y a des choses, c'est pas un risque limité. Tu n'es pas allé voir la toiture. La toiture, tu n'as pas demandé si elle était changée. Si tu changes une toiture, aujourd'hui, c'est cher. C'était cher hier et aujourd'hui, c'est encore plus cher. Ouais. Donc, c'est limiter ça, mais sur un immeuble, je trouve ça sympa. Je trouve ça plus exotique. Tu vois, enfin, je trouve ça plus cool. Après, attention à le faire dans les petites villes. Attention à bien voir le taux de propriétaires et de locataires. Si vous avez 95% de propriétaires dans la ville, dans le petit village, bon, c'est possible parce qu'il y a 5%, ils existent, mais regardez ce qui est fait comme location. S'il n'y a que des locations pourries, oui, vous avez la place. Voilà. Il faut se professionnaliser. Aujourd'hui, on ne peut plus faire place à l'amateurisme en immobilier, tout comme dans pas mal de secteurs. Il faut se professionnaliser tout simplement, pas faire les choses n'importe comment. Et donc effectivement, demander à ce qu'un expert passe pour vérifier la structure de l'immeuble, etc., ça c'est obligatoire, on va dire. Et pour une personne qui voudrait commencer dans l'immobilier, est-ce que tu penses que c'est mieux de commencer peut-être d'abord par des appartements avant de faire de l'immeuble? Alors, sur les personnes que tu accompagnes, comment ça se passe? Alors, moi, sur les personnes que j'accompagne, je prends la même démarche que je suis associé sur un cabinet de gestion de patrimoine orienté gestion de fortune, qu'on appelle un multifamily office. Et là-dessus, il y a une obligation. Du coup, je me la suis un peu imposée sur l'immobilier, c'est de partir des objectifs de la personne et de sur la gestion des risques, son appétence au risque. Quel est son niveau? Vous connaissez les niveaux de risque, on vous demande souvent est-ce que vous avez un niveau modéré, etc. Et moi, en fait, je me suis dit, si c'est bien d'un côté, ce côté réglementé, on va l'appliquer aussi à l'immobilier. Donc, en fait, on va étudier d'abord les objectifs de la personne, là où elle en est dans sa vie, là où elle veut aller dans sa vie, et voir du coup là-dessus la place que peut prendre l'immobilier. Et par rapport à ça, par rapport au moment précis où elle vient nous voir, on va peut-être dire que le premier projet, bah, effectivement, c'est un petit studio, 60 000 euros. On va essayer de dégager un petit cash flow de 200 euros parce que c'est son moment de faire ça. Parce que par rapport aux questions qu'elle nous a posées, on sait que ce n'est pas le moment pour elle d'aller sur un truc plus complexe. Ça va être trop stressant. Par contre, on sait que si on fait bien ce premier projet, oui, elle va être capable d'y aller. Mais tu sais, Eric, aujourd'hui, les gens, ils manquent de confiance. Et pourquoi ils manquent de confiance? Parce qu'on les détruit. Parce que tu vas voir ton banquier, il te dit que tu n'es pas finançable. Tu vas voir tes collègues de travail, ils te disent reste à ta place. Tu vas voir tes parents, ils te disent non, garde ton CDI. En fait, la société, et j'ai rien contre le CDI, je n'oppose pas les gens, j'y ai été pendant 14 ans, j'étais très heureux. Mais on oppose en fait les classes. Aujourd'hui, un problème, c'est qu'on oppose tout le monde. Et les gens, du coup, ils perdent leur confiance, ils perdent leur feu sacré. C'est l'état d'esprit de certaines personnes que je vois n'auraient jamais réussi à marcher s'ils avaient cet état d'esprit quand ils avaient quelques mois et qu'ils ont appris à marcher et qu'ils sont tombés. Ils auraient abandonné. En fait, on nous retire cette flamme qu'on avait quand on était petit. Mais je le fais même des fois avec mes enfants et je me reprends. Ils disent non, fais pas ça. Non, fais pas ça. En fait, si, j'ai envie de dire des fois, fais ça. Mais on est parents et c'est vrai qu'en fait, même moi, je le fais des fois par bienveillance parce que je sais que c'est pas bien qu'ils le fassent. Mais est-ce que c'est pas bien qu'ils le fassent ou il vaut mieux qu'ils le fassent quitte à tomber un tout petit peu? Quelque chose, ouais, effectivement. Et c'est vrai que ce que tu soulignes là sur l'importance de prendre confiance, d'y aller par étapes pour prendre confiance et pouvoir faire plus gros par la suite, c'est fondamental. Et je le vois dans tous les parcours d'investisseurs qui ont réussi. Ils ont commencé par quelque chose à leur niveau. Après, être bien entouré aussi des personnes qui vont pouvoir te dire, OK, fais ça comme ça, tu peux y arriver, et ça leur donne vraiment le tremplin pour la suite. Donc ça c'est fondamental. Et donc on parlait des supports d'investissement, tu parlais des immeubles. Aujourd'hui, comment ton parc immobilier, c'est toi qui le gères, comment tu t'entoures pour ensuite la gestion au quotidien de ton parc immobilier? Alors moi, je le gère moi. Parce que j'ai commencé, comme je vous disais, j'habitais en France. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu investir au début juste à côté de chez moi. Donc, j'ai investi à 400 mètres de chez moi. Après, j'ai continué, j'ai investi encore en Île-de-France, mais j'ai arbitré depuis en partant dans le sud. Arbitrer veut dire j'ai vendu, en fait. Et à un moment, c'était dur de trouver des biens rentables pas loin de chez moi. Pour ceux qui connaissent l'Île-de-France, j'habitais à Vincennes. Donc, autant dire que pour ceux qui connaissent, vous savez que c'est pas évident si on veut un petit peu de rendement.
Et du coup, j'ai commencé à investir à plusieurs endroits en France. Ce qui fait que j'ai pas pu concentrer, par exemple, une seule personne qui allait gérer les différents biens immobiliers. Du coup, je les gère à distance et je tente d'avoir une ou deux personnes artisans de confiance que je peux envoyer si j'ai un souci dans l'appartement ou dans. Bah, de toute façon, j'allais dire dans l'immeuble, mais l'immeuble est une succession d'appartements. C'est juste qu'il y a en plus une porte d'entrée qui peut. Moi, dans mon cas, une fois, ma porte d'entrée, elle avait été retirée. Tu vois. C'est original. Mais ouais, je gère encore la gestion des locataires, je la fais encore moi. D'accord, donc tu as tes hommes de main qui sont sur place pour tout ce qui est technique, on va dire. Mais pour ce qui est choix du locataire, mise en location, c'est toi qui t'en occupes, c'est ça? C'est ça, avec ma femme, on se répartit certaines choses. Et en fait, on se rend compte que c'est très rigolo parce que on était à Saint-Martin il y a quelques semaines et je disais à ma femme, ça c'est marrant là, ils sont en train de réparer une salle de bain parce que j'ai eu une fuite, la fuite horrible. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé. C'est la bombe de douche qui s'était un peu désolidarisée. Du coup, ça tu le vois pas. Et quand est-ce que tu le vois? Quand tous les appartements en dessous fuient. Du coup, j'ai fait fuir toutes. J'étais au, j'étais au quatrième. J'ai fait fuir tous les appartements en dessous jusqu'au parking, jusqu'au cave. Et, euh, et le problème, c'est qu'au début, tu dis non, c'est pas moi. Parce que 3 ans avant, j'ai eu une autre fuite où j'ai retiré tous les eaux froides, eau chaude, je les ai mis en apparent pour être sûr de ne plus avoir de fuite. Et c'est pas moi, c'est pas possible. Et en fait, la bonde, et c'est horrible parce que du coup, la bonde avait bougé. Hormis le fait que du coup, pour réparer ça, bah, faut casser le bac de douche. Donc, pour casser le bac de douche, il faut casser la vitre qui est posée. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que j'étais à Saint-Martin et en fait, les gens l'ont fait pour moi. Parce que de toute façon, c'est pas vous qui allez faire les travaux. Donc en soi, il faut juste sélectionner, etc. Et c'est marrant, c'est qu'un autre appartement, je changeais un Velux, tu vois. Et pareil, ça s'est fait bizarrement. Alors, c'est des lois de série, tu vois, vous avez rien pendant 2 ans. Et, euh, et puis là, j'avais deux équipes au final qui intervenaient à 500 km d'écart. Et moi, j'étais à plusieurs milliers de kilomètres. Ok. Bah donc ça c'est important d'avoir des personnes de confiance, qui peuvent t'aider sur les parties techniques. Après, sur le choix du locataire, je te rejoins totalement aussi. Moi, je le fais aussi moi-même. J'aime bien pouvoir choisir mes locataires. Pour moi, c'est un gage de tranquillité, de bien choisir ses locataires. Et c'est pour moi, je mets vraiment un point d'honneur à faire ça. J'ai voulu déjà le déléguer, mais je préfère le faire moi-même. C'est plus rassurant. Et puis bon, tant que tu as un parc pas trop imposant, c'est gérable, hein. Moi, ça me prend pas énormément de temps finalement sur une année, hein. Non, en fait, après, c'est juste la loi, je sais pas pour toi, mais moi, je trouve que c'est la loi des séries. C'est-à-dire que tu as une stabilité totale des locataires et tu sais pas pourquoi. Je parle pas des colocs où ils partent à un certain moment précis, mais d'une manière générale, tu as une stabilité totale des locataires et à un moment, tu vas en avoir 3 qui partent. Tu sais pas ce Ouais. qui se passe. Et après, tu sais que tu n'as rien des fois pendant 18 mois. Mm. Même dans les colocs, des fois, j'ai des colocs qui restent plus que l'année étudiante. Et, Mhm. euh, et des fois, tu sais pas pourquoi, tu reçois trois préavis. Ouais, ouais, j'ai aussi ça. C'est Moi, des rigolo. fois, ouais, comme tu dis, il y a des mois où il y a rien qui se passe, tout est calme. Et tout d'un coup, bon, après, moi, je fais pas mal d'étudiants, donc, tu vois, les mois de juin, juillet, août, souvent, quand les grandes vacances commencent, moi, je suis assez actif. Mm. Mais par exemple, quand on est en octobre, novembre, ou même là, en début d'année, c'est plutôt là que je pars en vacances, moi, parce que là, c'est très calme, en fait. Yes, ouais, tout à fait. Mm. D'accord, donc ça c'est pour la gestion. Et en termes d'autres supports d'investissement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu penses, par exemple, des investissements en bourse, peut-être des cryptos ou d'autres supports, comment tu vois les choses aujourd'hui en 2025 Bien par sûr. rapport à ça? Alors, comment dire, par rapport à mon statut d'associé de cabinet de gestion et qu'au fait que je suis certifié de l'autorité des marchés financiers, je vais juste mettre un petit disclaimer qui est que ce dont on parle là n'est pas un conseil d'investissement et que c'est tout ce qu'on va dire là, investir comporte des risques et le capital n'est jamais garanti et que ce dont on parle là, je suis des échanges c'est à caractère éducationnel. C'est juste le disclaimer, comme ça on est bien. Mhm. À partir de là, je vais t'expliquer pourquoi je me suis associé sur un cabinet de gestion de fortune. Moi, j'étais rien au début. Au début, j'étais juste CDI, résidence principale. Quand j'ai vu qu'il y avait un monde qui se mettait là-dedans, en immobilier,
je me suis mis, moi je suis un mode obsessionnel, je me suis dit, c'est bon, il n'y a que l'immobilier, c'est top, l'immobilier. Donc, après, il faut monter en compétence, ça prend du temps. Il faut faire, il faut gérer. Et il s'est retrouvé qu'ensuite, j'ai créé ma société, mon centre de formation, d'accompagnement. Et puis l'année dernière, je me suis dit, mais en fait, je suis très exposé en immobilier et très peu dans le reste. Du coup, j'ai fait immobilier, crowdfunding immobilier et société d'accompagnement en immobilier. Alors oui, c'est une activité commerciale, mais ça reste de l'immobilier. Et je me suis dit, non, mais en fait, parle du réseau. Hein, votre richesse est dans votre téléphone, dans votre réseau, et votre réseau est dans votre téléphone. Je me suis ouvert sur le fait que je ne diversifiais pas assez. Donc, j'ai commencé à vraiment diversifier. Et du coup, je suis sur plusieurs classes d'actifs, donc les marchés financiers, la bourse, par plusieurs stratégies. Alors, moi, je suis sur des stratégies plutôt de long terme, parce que les stratégies de timer le marché et autres, je ne serais pas bon, et deux, j'ai pas la bonne patience pour faire ça. C'est pas, moi, aujourd'hui, je veux faire là où je suis le meilleur pour moi et pour les autres, et du coup, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, c'est plutôt une stratégie assez long terme, et venir protéger, en fait, vivre du rendement de mon capital. Et je fais aussi du private equity, c'est-à-dire j'investis sur des sociétés qui sont non cotées, en opposition aux sociétés cotées, c'est ça, les actions en bourse, les sociétés qui sont en bourse. Donc ça, c'est des placements qui sont assez risqués, qui sont assez sur le long terme. Et pareil, j'en investis une partie de mon patrimoine. À un moment, j'étais trop exposé, donc j'ai rectifié, j'ai calmé pour aller chercher d'autres classes d'actifs. Mais Et par exemple, en bourse, c'est quoi? Tu achètes des actions à l'unité ou tu achètes plutôt des ETF ou comment tu vois les choses? alors, j'ai plusieurs paquets. Je vais acheter des actions à l'unité, suivant des stratégies pour mon investissement en holding, si on va dans le détail. Donc, moi, j'ai plusieurs sociétés et ensuite, j'ai une holding financière. Donc, sa vocation, c'est de faire travailler l'argent qui remonte. Et parce que c'est très important moi, je suis assez expert sur toute la partie structuration juridique et fiscale. Parce que j'ai un frangin qui est en droit des sociétés. Du coup, il a formé les personnes dans mes programmes, mais il m'a formé aussi, du coup. Et c'est important aussi d'appliquer ce qu'on dit. De ne pas être. Comment dire, c'est important de ressentir les choses. On dit ce qu'on montre aux gens, on l'a fait nous-mêmes. Et du coup, voilà, mon dada, c'est remonter dans la holding via des conventions qui sont intéressantes, qu'on appelle par exemple option mère-fille. Il faudrait tout un cours dessus, mais mon but étant de faire grandir ma holding qui a vocation patrimoniale et qui pourra, peut-être que les titres que j'ai dedans, un jour, sont juste transmis parce qu'ils m'ont juste permis de vivre en partie, mais je continuerai à garder le capital qui peut-être servira derrière à payer les études de mes petits-enfants. J'en sais rien. Mon idée, c'est de faire grossir ça. Et donc ça, on est plutôt sur de l'action pour répondre à ta question. En perso, je vais plutôt être sur… aujourd'hui, j'ai des assurances vie et PEA. Et là-dessus, je vais plutôt aller chercher, oui, effectivement, de l'ETF. Là-dessus, je vais aller chercher des ETF en perso. Et, SP500 ou MSCI World, ce genre de choses ouais, ou marché émergent, ou Stocks 50 ou Stocks 600, qui est la même chose que le S&P, mais pour le marché européen. Et diversifié, aujourd'hui, c'est intéressant de diversifier. Il y a le Nasdaq également. Donc, en fait, savoir que le gros avantage de l'ETF, c'est qu'elle est nettoyante, c'est-à-dire que vous êtes sûr d'avoir toujours les 500 meilleurs, par exemple, et que si la 503e va sortir, il y en a qui vont prendre sa place. Et après, ça reste très isolé sur la technologie et les États-Unis. Donc, c'est bien aussi de diversifier. C'est vrai que c'est intéressant dans le cadre du PEA d'utiliser les ETF parce que ça te permet justement d'avoir, d'être un peu indirectement sur le marché américain, ce qu'on ne peut pas faire directement avec des actions dans le cadre du PEA. Ouais. Et donc, ça permet de bénéficier de ce marché qui est quand même très dynamique. Ça, en fait, c'est par des ETF qui sont en répliqués. En fait, on réplique, du coup, on va pouvoir aller. Donc, c'est juste un savant mélange qui permet de répliquer ce qui se passe sur des marchés qui sont normalement pas éligibles au PEA, effectivement. Et je vous invite toujours dans vos placements à regarder la partie successoriale. C'est-à-dire,
Est-ce que en cas de décès, qu'est-ce qui se passe avec l'argent que j'ai? C'est pas glamour, mais c'est intéressant. Plus on est jeune, plus c'est intéressant de l'évoquer sur un incident de vie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai protégé ma femme? Est-ce que j'ai protégé mon mari? Est-ce que mes enfants sont protégés? Est-ce que si je suis d'un premier mariage, la mère de mon premier fils peut bénéficier de l'argent que j'ai au détriment de mes enfants du second mariage? Voilà, c'est pas sexy ce que je dis, mais c'est pour ça que oui, on peut investir en ouvrant un PEA tout seul, avec des ETF. Et oui, ça va être, les frais seront les plus réduits. Mais qu'est-ce que 0,2% de francs en plus par rapport à une succession où on va payer 48% et encore plus, sans faire exprès, on va déshériter des gens qu'on aime. Donc ça, c'est important de regarder dans les détails du contrat. C'est important de se faire accompagner. Non, c'est un métier. J'ai un de mes 2 associés dans le cabinet, c'est une spécialisation. Ce n'est pas, par exemple, ma spécialisation. Tu vois? C'est un métier. Si je comprends bien, dans certains ETF, c'est possible qu'au niveau de la succession, ça ne soit pas assuré, c'est ça? Non, c'est les enveloppes qu'on va prendre, par exemple, le PEA, comment ça se passe? C'est pas l'ETF, c'est l'enveloppe PEA. Le PEA, d'accord. Comment ça se passe? Ça rentre dans quelle enveloppe d'abattement? Est-ce que ça rentre dans une enveloppe d'abattement? C'est très important. Et c'est pour ça que au-delà des frais, là aujourd'hui, on est très sur les frais parce qu'on a démocratisé pas mal de choses. Mais il y a un truc qui n'a pas de. Tout comme on parle d'accompagnement immobilier, quand on choisit un cabinet de gestion, nous, on est un multifamily office. En fait, notre valeur ajoutée, elle n'est pas de passer des ordres pour la personne. Elle est de l'accompagner dans la durée pour sécuriser son patrimoine qu'il a durement créé par rapport à ses objectifs, par rapport à sa famille, si c'est sa famille, par rapport à lui, par rapport à ses sociétés. Et ça, c'est du conseil qui, comment dire, on a l'impression, parce qu'on entend, oui, on va payer 0,2 en plus, mais en fait, c'est rien par rapport à l'optimisation qui va être faite. Ouais, tout à fait. Et là, tout à l'heure, tu parlais aussi de l'optimisation en termes de société. Ça, c'est aussi important parce que je vois souvent dans les parcours d'investisseurs immobiliers, souvent on commence, on achète en nom propre, après on commence à acheter en société, en SCI. Après, les personnes commencent à monter créer une holding, à penser à investir dans d'autres supports et donc utiliser des sociétés pour ça. Et donc, c'est un cheminement un peu logique, mais c'est quand même, ça devient très technique à un moment et c'est important d'être accompagné avec des personnes qui savent comment bien faire les choses parce que on peut vraiment le faire de plein de façons différentes, mais il y a quand même des façons qui sont efficaces et qui prennent en compte ce que tu disais, la vie de la personne, l'environnement familial, et ça, c'est très important. Je vais te donner un exemple, d'accord? Moi, il y a des domaines que je maîtrise pas autant que mes associés parce qu'ils ont vécu ça pendant des années et c'est pour ça qu'à un moment, notre force, elle est de savoir s'associer avec des personnes qui sont meilleures que nous dans leur domaine. Et hier, j'étais avec Stéphane, l'un de mes 2 associés qui est expert sur la partie optimisation de la rémunération du chef d'entreprise. Donc, si dans ton audience, il y a des personnes qui ont leur petite société ou leur grande société, peu importe leur société, pardon, j'aime pas mettre des mots comme ça, leur société, et que peut-être que leurs salariés, c'est leur femme, leur mari dans leur structure. Il y a des optimisations énormes à faire pour la rémunération du dirigeant. Hier, Stéphane m'a fait une masterclass, mais à moi, hein. Moi, je suis le premier client de tous mes programmes et même de mon cabinet. Et en fait, il m'a fait gagner un truc que je faisais pas, hein, 70 000 €. En fait, il m'a fait faire en sorte que j'ai 70 000 € qui ne seront pas imposés comme ils auraient dû être au tarif fort. Il m'a fait gagner, ouais, allez, pas 70, du coup 65 000 €, je pense. Ah ouais, quand même, ouais. Ouais, effectivement, c'est pas négligeable, ça. En 1h30. Parce que en fait, le savoir, d'ailleurs, si tu as des sociétés, enfin, ça pourrait être intéressant. En fait, c'est des choses, en fait, on voit l'investissement, on voit, nous, on est investisseurs, on voit beaucoup la rentabilité, le rendement de l'investissement pur. Et on voit pas, en fait, les enveloppes possibles à côté. Tu vois, l'abattement, pourquoi? C'est parce que la semaine dernière, j'ai mon autre associé qui est spécialisé, qui est prof à la Sorbonne sur les successions, m'a fait une masterclass sur cette partie-là. Moi, à la base, ça me saoule d'en parler. Je suis honnête, j'ai mes enfants, mais ça me saoule d'en parler. Mais quand on te retourne le cerveau en disant attention, ouais, ça le saoule. Mais si demain tu as un problème, ce serait dommage que l'État te prenne 30% à tes enfants. Ou alors que tes enfants ne soient pas protégés. Tu vois, système de Pax, par exemple, un Pax sans testament, tu ne protèges pas ton époux. Enfin, ton époux.
sais pas comment on appelle. Ouais, tout à fait. Ben, effectivement, là, ce que tu dis, en 1 heure et demie, tu économises 65 000 euros. Ben, on va dire ça te change quand même bien le quotidien, en fait. Et, par an, hein. Dans mon cas, c'est par an. Ouais, par an, en plus, par an. Moi des fois, je pense, j'ai des personnes que je connais dans mon entourage qui, pendant 10 ans, 15 ans, n'étaient pas au courant de certaines règles fiscales. Et le jour où ils ont découvert le truc, ou on leur a expliqué, tiens, tu peux économiser, ou en changeant la structure, etc., tu peux faire ça, bah, ça a été un changement de vie pour eux. Vraiment, ça a été le jour et la nuit par rapport à avant. Et quand tu penses que pendant 10 ans, 15 ans, voilà, elles ont loupé un truc, quoi. C'est un peu dommage, quoi. Et c'est ça. Après, il y a le problème d'aller chez les bonnes personnes. Ouais. Et je parle souvent de ça, mais dans les cabinets de gestion, pourquoi là, je me suis entouré avec des associés où je sais que c'est vraiment des gens excellents, parce que pour moi, il n'y a pas de place à l'amateurisme. Il ne faut pas laisser la médiocrité s'installer. Et quand tu vois sur LinkedIn les posts de cabinets de gestionnaires de patrimoine qui se commentent les uns les autres pour une succession de banalités, en fait, il faut juste faire attention à ce. Vous n'avez plus le temps en 2025 et en 2026, en 2027, de vous entourer de quelqu'un qui est médiocre. En fait. C'est un peu dur ce que je dis, mais c'est la vérité. Aujourd'hui, c'est facile de savoir si la personne, elle est excellente ou elle est médiocre. Et en fait, si vous avez envie, pour vous, pour votre famille, pour votre argent, il ne faut pas s'entourer de la médiocrité. Moi, le test que je fais souvent, enfin, quand il y a un conseiller en gestion de patrimoine, la question, une des premières questions que je lui pose, c'est qu'est-ce que vous avez fait, vous, en tant que placement, etc., en tant qu'investissement, pour voir déjà s'il utilise les outils ou les règles ou les supports financiers dont il parle. Ça, c'est la première chose. Et si c'est pas le cas, ben, on se dit, ben, c'est un peu, enfin, on ne sait pas vraiment de quoi il parle. Donc ça, c'est important, en fait, d'être cohérent par rapport à son propre parcours. Alors, on ne peut pas forcément avoir tout mis en place. Non, bien sûr. Le conseiller, toi, je pense sur la politique de rémunération, l'optimisation, la personne, si dans sa structure à elle, ça s'y prête pas, il y a des choses qu'elle pourrait pas mettre. En fait, les questions sont assez simples. C'est est-ce que la personne elle te parle de produit ou elle te parle d'objectif? Si elle te parle de produit, tu as compris. Et nous, on ne parle pas de produits et on refuse d'ouvrir des choses sur certains produits si ce n'est pas intéressant. Mais ça, c'est quand on joue sur la tendance longue de la relation. Ouais, c'est vrai que certaines personnes, on voit, c'est des vendeurs de produits, c'est pas des accompagnateurs à proprement parler. Ou dans beaucoup de banques aussi, des banquiers qui sont là pour. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, si vous avez envie d'investir, alors, on va segmenter les choses. Si vous avez envie d'investir dans l'immobilier, votre meilleur partenaire, c'est la banque. Ça, c'est sûr, ça s'appelle l'effet de levier bancaire. Si vous avez envie de diversifier à un moment, c'est sûr à 98% que votre meilleur partenaire ne soit pas la banque. Même si vous êtes, mes amis, en banque privée. Et j'ai envie de dire, au contraire, peut-être si vous êtes en banque privée, mais que vous êtes peut-être avec des liquidités entre 300 et 500 000 euros, vous êtes ce que j'appelle les pigeons de la banque privée. Parce que vous êtes le premier niveau de la banque privée. J'aime à dire, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, il vaut mieux être le plus gros de la petite banque que le plus petit de la grande banque. C'est très important. Et quand vous êtes content d'être en banque privée, mais vous êtes juste, en fait, on vous a passé en banque privée parce que votre dossier saoulait un peu, peut-être trop complexe pour la banque particulière, mais vous êtes au tout début, bah, vous comprendrez bien qu'entre vous qui avez 300, vous rentrez dans un monde où votre voisin, il a 3 millions. À 300 000, vous intéressez moins, quoi. Là, c'est très important, là, ce que tu viens de dire, je pense. Ça permet de mettre les choses en perspective et de savoir dans quel cours on est. Tout à fait. Et bon, là, on a parlé d'immobilier, on a parlé d'investissement, d'actions, de placement. Quelle est ta vision ou ta réflexion sur les cryptos aujourd'hui en 2025? Alors, je ne suis pas du tout un expert en crypto-monnaie. Et alors, il y a un truc qui est très important pour moi, c'est la notion d'expert. Le mot expert, il n'est pas galvaudé. Je pense qu'il y a très peu d'experts en crypto-monnaie. Il y a beaucoup de youtubeurs, même des très gros youtubeurs qui adorent parler de crypto-monnaie, mais qui ne sont pas du tout des experts. Mais c'est facile. Enfin, voilà, moi, je peux faire demain une masterclass sur les crypto-monnaies en parlant des bougies et du moment où, et des seuils et de montrer la résistance et que c'est monté. Bon, ça fait des vues et c'est cool, ça fait du monde et les gens sont contents.
Parce que les gens adorent parler de crypto-monnaie. D'accord. Pour autant, moi, ma vision, c'est que c'est intéressant d'avoir si vous êtes investisseur, okay, vous êtes déjà un investisseur intermédiaire, je trouve que il faut avoir 5% ou 10, allez, 5% à mini de son patrimoine en crypto, allez, un petit 5%, juste parce que en tant qu'investisseur, ça va vous saouler si dans 2 ans, le Bitcoin, il a fait x3 et que vous n'avez pas pris même quelques euros. Juste, en fait, moi, je sais que j'ai un peu de crypto-monnaie par principe, juste parce que ça va me saouler. Juste, si ça prend et que j'ai pas au moins un petit quelques milliers d'euros que j'ai gagnés, en fait, par principe, je vais me dire non, mais je dois l'avoir, tu vois. Ça pique ma curiosité. Après, il faudrait étudier, oser. Oser. Je connais des gens qui ont fait beaucoup d'argent, mais derrière, on peut aussi pas mal perdre. Et pour faire beaucoup d'argent, il faut en mettre beaucoup sur la table. Ouais. Bah, je vois les choses, comme toi un petit peu. Moi, je vois ça comme une pyramide, et les cryptos, c'est vraiment le tout petit pourcent qui est au-dessus de la pyramide. Et on t'en parlait tout à l'heure un peu de la pyramide avec effectivement les bases. C'est au début les revenus peut-être d'un travail. Après, ça peut être la résidence principale. Après, ça peut être de l'immobilier. Après, ça peut être des marchés financiers. Et puis après, des choses un peu plus risquées. Et puis tout en haut, on a les cryptos avec un faible pourcentage, puisqu'on ne veut pas non plus s'exposer sur des marchés qui sont extrêmement volatiles. Mais c'est un bon petit complément, voilà, si jamais, effectivement, comme tu dis, le Bitcoin, il fait 1 x 3 en quelques mois, c'est quand même sympa d'être dans la course, quoi. Il y a ça et il y a autre chose. Si vous êtes joueur, vous avez 100 000 euros de patrimoine liquide. Vous avez le droit de vous faire plaisir parce que c'est votre argent et vous l'avez. C'est comme quand vous allez au casino. Vous allez avec la logique du casino. On va pas au casino avec tout son compte bancaire. On prend 20 euros, 50 euros, 100 euros, 500 euros. En tout cas, on prend par rapport. Là, vous allez faire pareil. Pendant que vous dites, tiens, allez, il y a 5 000 euros ou 3 000 euros. Je vais les jouer comme si j'étais un trader professionnel. Et là, je ne l'ai jamais fait, mais c'est un truc où à un moment, je me dis, tiens, je vais peut-être le faire, me former au trading, au daily trading, vraiment là-dessus, et essayer avec une petite somme de jouer. Mais en fait, vous verrez vite que pour vraiment le faire, ça vous prend 3-4 heures par jour. C'est ça le souci. C'est que pour vraiment le faire, il faut aller screener. C'est très long. Mais ça peut être intéressant. Ou alors, vous prenez ça et vous dites, moi, je mise. Allez, j'ai entendu que Elon Musk avait fait une déclaration. Allez, je mets du Tesla parce qu'il a perdu 50 et logiquement, il risque de remonter. Ou vous prenez des micros, vous regardez des micro-actions où vous y connaissez rien, mais vous voyez juste la bougie et vous voyez que c'est le moment potentiellement que ça devrait remonter. Oui. Mais si vous avez envie, mais faites-le sur un tout petit patrimoine. Et surtout, même si vous gagnez, ne vous emballez pas. Vous avez commencé avec 5 000, vous avez fait 5 000, bah vous jouez les 10 000. Mais par contre, pas parce que vous avez fait 5 000 que vous rebasculez trop. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, ouais, aussi le contrôle des émotions et tout ça. C'est ça. Après, il y a une dernière classe d'actifs, c'est tout ce qui est métaux précieux. Ces derniers mois, ces dernières années, ils ont pris beaucoup de valeur aussi, tout ce qui est or, argent. Je pense que ça fait aussi partie de cette pyramide d'investissement. Il y a aussi une part, un pourcentage de patrimoine qui peut être intéressant de placer sur ces métaux précieux. Mais il y a différentes façons de le faire aussi. C'est un vrai casse-tête, les différentes façons de le faire. Moi, c'est un truc qui me bloque, en fait. Donc, en fait, je dois en avoir dans une assurance vie sur un ETF. D'accord. Je dois en avoir. Je pense que j'ai de l'or sur un ETF dans une de mes assurances vie qui suit un programme, c'est 25-25-25 et qui bouge une fois. Je le fais bouger une fois par an pour l'adapter. C'est l'une des stratégies en assurance vie qui est faisable. Par contre, l'or physique ou l'argent physique, tu parles principalement de ça. En fait, c'est un vrai casse-tête au niveau physique parce que vous le mettez dans un coffre. C'est très bien. Un coffre en banque. D'accord. Parce qu'en fait, à la base, on ne prend pas de la. Alors là, oui, on a eu de la chance, c'est monté, effectivement. Mais à la base, on ne prend pas de l'or pour faire de l'argent. On prend de l'or pour se protéger d'une crise très grave. On se dit qu'avec une pièce d'or, je vais nourrir ma famille. Et du coup, c'est cool. Mais si votre or, il est à la banque et qu'il y a une crise très grave, vous n'aurez pas accès à votre coffre en banque. Ouais. Si vous l'avez en Suisse dans un truc et que vous n'irez pas non plus en Suisse, et ils ne vous l'enverront pas non plus. Donc l'autre possibilité, c'est de le mettre à la maison.
bah, vous le mettez à la maison, vous faites cambrioler, ça reste quand même compliqué. Et le jour où il y aura une guerre, il y aura forcément des pillages. Donc les gens se font cambrioler. Donc si on va au bout du raisonnement négatif et le scénario noir, je suis pas à l'aise avec, du coup, j'en ai pas en physique en fait. Ok. Ouais, c'est vrai que chaque façon de le détenir a des avantages et des inconvénients. Il y en a qui le mettent en Suisse, il y en a qui le mettent dans des coffres en banque. J'ai déjà eu il y a des anecdotes comme ça de personnes qui l'avaient mis dans un coffre en banque et un jour ils sont venus, ils ont ouvert le coffre, il n'y avait plus rien dedans. Bon, c'était il y a des années, hein, il y a longtemps, mais il n'y a aucune garantie non plus. La banque ne garantit pas ce qu'il y a dans le coffre. Elles ne sont pas au courant de ce qu'il y a dans le coffre. Il y a aussi un risque, l'avoir chez soi, il y a aussi un risque. L'avoir dans un autre pays où ça peut être bloqué, voilà, c'est aussi un risque. Mais bon, c'est comme les autres classes d'actifs, c'est un pourcentage d'allocation qu'on peut définir. Et ça dépend aussi de la situation de chacun et de son appétence au risque et de ce. En fait, voilà, donc ça c'est. Mais je pense que c'est bien d'en avoir aussi pour c'est ça. diversifier. Il y a deux. En fait, encore une fois, ça, on reprend les objectifs. Si votre objectif, c'est d'en faire une valeur, on va dire, stable pour contrer une baisse et du coup, dans un portefeuille, maîtriser la volatilité, dans ces cas-là, vous pouvez tout à fait l'avoir dans un ETF. Si votre but, par contre, c'est de nourrir votre famille s'il y a une guerre grâce à l'or, là, il faut du physique. Et dans ces cas-là, ben, il va falloir. La seule solution, il n'y a aucun sens de l'avoir en banque ou de l'avoir en Suisse. Dans ces cas-là, il vaut mieux l'avoir chez vous, enfin, d'une manière ou d'une autre, quelque part pas loin de chez vous, pour pouvoir le récupérer. Mais si c'est si vous misez sur ça dans un portefeuille pour équilibrer le portefeuille, ce qui est une possibilité, là en plus c'était gagnant, c'est-à-dire que en plus de ça, ça montait. Aucun intérêt de l'avoir en physique, autant l'avoir en ETF plutôt que ça soit dans le coffre de quelqu'un où la société peut faire faillite ou autre. Ouais, tout à fait d'accord. Après, c'est vrai que dans le cas d'une guerre ou dans le cas de gros problèmes géopolitiques, il y a aussi le problème du transport du truc. C'est vrai que ça pèse lourd les métaux. Et là, bon, il y a l'alternative, c'est les cryptos. Là, on peut l'avoir sur un wallet et puis le balader facilement sans que ça pose problème. Donc, c'est vrai que chaque classe d'actifs, enfin, chaque support d'investissement plutôt a ses avantages et ses inconvénients, et c'est bien de diversifier. Mais c'est vrai que moi, je constate que dans les portefeuilles de personnes que je connais, là, on a discuté un petit peu ensemble, l'immobilier, ça a toujours une part importante, et c'est souvent par ça que beaucoup de personnes commencent. Et après, on diversifie, on rajoute d'autres classes d'actifs, mais on se retrouve un peu là-dessus sur l'immobilier. On a un peu un parcours commun. Moi, j'ai aussi commencé avec l'immobilier. Au début, j'étais aussi mono investissement. J'étais vraiment là-dessus pendant des années. Puis à un moment, on veut s'ouvrir à d'autres choses un peu. Et en fait, le truc, c'est que les gains de l'immobilier, le bénéfice qu'on fait, après, c'est important de le placer aussi, de le mettre dans des endroits où on va pouvoir le faire fructifier. Donc, c'est normal, un peu comme cheminement et comme progression par la suite. Tout à fait. Et il y a quelque chose pour moi qui est prépondérant. C'est que la seule classe d'actifs où on peut avoir un rendement à partir de 1 euro, voire de 0 euro, c'est l'immobilier. C'est-à-dire que vous investissez 0 immobilier dans un bien immobilier, ça peut vous rapporter de l'argent aujourd'hui. Ça s'appelle le sans-apport. Vous investissez 0 euro sur une action en bourse, même si c'est la meilleure action, vous ferez 0 euro. Pareil, dans l'or, vous avez 0 euro, vous ne pouvez rien faire. Moi, quand j'ai démarré, j'avais pas d'argent. J'ai pas eu d'argent de famille. Mes parents, mon père était ouvrier à la ville de Paris. Ma mère était enseignante. Suite à un divorce, j'ai grandi en logements sociaux. On devait partir de zéro et avec une belle éducation, et ça, je leur remercie, mais de zéro au niveau financier. Du coup, sans l'immobilier, pas de plan sur la comète, quoi. Après, on peut dire oui, en fait, si tu n'as rien à diversifier, diversifie pas, quoi. C'est comme on a parlé de holding. Retenez quelque chose pour la holding et vous aurez gagné sur cette vidéo. Ne parlez pas d'holding tant que dans vos sociétés, vous ne faites pas d'argent et de bénéfices.
ça ne sert à rien. Tant qu'il n'y a pas d'argent à faire circuler, la holding ne sert à rien. C'est pas la peine de complexifier pour un truc qui n'est pas encore mature. Et ça vous coûtera pas beaucoup plus cher de la faire un peu plus tard, quand l'argent sera là. Parce que oui, ça coûtera un chouïa plus cher, mais ça vous aura pas coûté pendant 3 ans un expert comptable pour faire un bilan qui est vide. Tout à fait d'accord. Ouais. Tout à fait. C'est pas la peine de complexifier et puis de payer des frais de comptable quand on n'en a pas besoin. Donc là, c'est la même chose. L'immobilier, c'est juste que c'est en France du bon sens. Et tu disais, si je devais reprendre, commencer avec 10 millions d'euros, je ferais peut-être pas d'immobilier directement. Peut-être que je ferais que de la SCPI, de l'immobilier papier, avec un rendement moins élevé, mais aucun souci, juste pour placer en immobilier, protéger en immobilier en choisissant des bonnes SCPI. Attention, ça aussi, faites gaffe. C'est pas celles qui ont le meilleur rendement qui sont les meilleures. Regardez vraiment l'historique, etc. Aujourd'hui, il y a eu l'AMF qui est en train de retoquer pas mal d'SCPI qui sont très courtes et du coup, elles ont 12 mois et elles donnent de meilleures rentabilités. Mais en fait, on peut pas les comparer à des track records qui sont sur 20 ans. Quoi. Donc, et puis, ça se trouve, je ferais même pas d'immobilier physique si j'avais 10 millions. Ou alors, je le ferais, mais en en prenant 1 million pour lever 10 millions. Pour lever plus, ouais, tout à fait. C'est vrai que l'effet de levier de l'immobilier, c'est ce qui a permis à beaucoup de gens de créer un patrimoine. En fait, ça. Zéro. Donc et n'oubliez pas qu'en France, alors c'est pas vrai qu'il y a qu'en France qu'on fait de l'effet de levier. Par contre, c'est vrai qu'en France, on nous demande un apport qui est encore très limité. On commence à nouveau à ne pas nous demander d'apport. C'est magnifique, même sur 25 ans. Il y a des personnes que j'accompagne. Hier, elle m'envoie un message, je suis surpris. Elle devait avoir 3,2 sur 25 ans. Sa banque, sans lui dire, lui fait 3. Parce qu'entre-temps, les taux ont baissé. Donc, voilà, on est dans une zone qui est plutôt intéressante pour aller dans l'immobilier. Il y a surtout un truc qui s'appelle le taux fixe versus le taux variable. Et en France, on a un taux fixe. Et dans pas mal de pays, on a le taux variable. Et c'est ça, en fait, qu'il faut retenir plutôt, c'est qu'avec un taux fixe et l'indice de révision des loyers, du coup, vous allez battre la référence qui est l'inflation. En fait, aujourd'hui, le plus important, c'est que votre argent batte la référence. Et la référence, c'est l'inflation. Et du coup, si vous achetez à taux fixe un projet qui a coché toutes les cases, dans le temps, grâce à l'IRL, vous allez automatiquement battre l'inflation. Ouais, ça c'est génial. En fait, moi, j'ai des biens que j'avais achetés il y a 20 ans. Bon, la plupart, les crédits sont déjà soldés, mais j'ai encore les vieux crédits où je paye, je crois, 250 ou 300 euros par mois et j'ai un loyer de 800 euros en face, quoi. Au début, le loyer, il était peut-être de 400 euros, mais avec l'IRL, ou alors aussi, on l'a meublé, on a amélioré les prestations. Et ben, en fait, le truc qui était à l'équilibre au début, aujourd'hui, il est largement bénéficiaire. Et le taux, lui, il reste le même, la mensualité de crédit reste la même. Ça, c'est vraiment, au fil des années, on apprécie énormément ça quand on voit vraiment notre bénéfice qui augmente. Et ça, c'est génial. Et c'est pas le cas dans tous les pays. J'ai commencé à investir là à l'étranger pour, pareil, avant d'en parler aux autres, de le faire moi-même. Bon, si on peut avoir des montages pour se faire prêter, mais ça reste avec du taux variable. Alors, quand il y avait la crise des subprimes, il y a des gens dans d'autres pays qui ont été ruinés à cause de ça. Par exemple, je me rappelle, c'était en Irlande ou en Islande aussi, il y avait des gens qui avaient fait des crédits à taux variable et tout d'un coup, le taux a explosé. Ils ont dû faire des autres crédits pour payer le crédit et ils sont endettés à vie. Là, parce qu'en France, on critique beaucoup la France. C'est très, très sympa de critiquer la France. Mais par exemple, la France, on a même des taux variables, on va les caper. Ce qui va permettre de se protéger de ce genre de risque. Là où dans certains pays, c'est marche ou crève, quoi. Et un taux variable non capé, effectivement, tu peux avoir des gros soucis à certains moments. Ouais, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. On a vraiment cette chance en France. Après, le truc, c'est qu'on a la possibilité de faire cet effet de levier, mais pour autant, il faut bien choisir ses biens immobiliers. Les prix d'immobilier ont beaucoup explosé dans certaines villes. Et je crois que tu en as un peu parlé tout à l'heure. Tu es investi dans les villes moyennes ou dans des zones où les prix sont encore intéressants, j'imagine. Alors, je fais les deux. Grâce à j'ai quelques colocations parce que je trouve que la colocation, au-delà du rendement qui est sympa, il y a aussi d'autres inconvénients.
Mais par contre, ça te permet d'investir dans des zones numéro 1 en gardant des rendements corrects. Ouais, tu veux dire dans des villes où les prix au mètre carré sont élevés, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tandis que tu investirais dans la même, voilà, au même endroit, dans une location classique, tu serais peut-être tout juste à l'équilibre, voire avec un effort d'épargne, parce qu'il n'y a pas une grossièreté de faire un effort d'épargne. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, dans certaines villes, il y a vraiment eu des modes sur la colocation et ça devient assez concurrentiel quand même. Tu as énormément d'annonces en colocation. Donc, à prendre avec des pincettes quand même. Faut quand même bien étudier le marché avant de se lancer. Dans tous les cas, il faut étudier. Il y a des villes qui sont saturées, donc c'est pas le moment d'y aller. Il y en a d'autres qui ne sont pas encore saturées. Là, je parlais de principe et de fait comment ça m'a déclenché moi à cette époque le fait de le faire. Et ce qui fait qu'en fait, en ayant fait ça, mon bien il s'est apprécié. Ce qui fait que même si aujourd'hui j'augmente ma vacance locative de 5% à l'année ou de 7% parce que c'est plus dur de faire un changement, bah c'est pas grave parce que moi j'ai fait mon enrichissement sur trois piliers. Le cash flow que je vais prendre, l'effet de levier bancaire, l'amortissement du crédit et la plus-value latente par le bien qui s'apprécie. Donc j'ai respecté quand même moi ce que j'appelle ma 3D de la fortune immobilière. J'ai respecté ma vision 3D, donc ça va, ça coche les cases. Mais il faut faire attention, aujourd'hui il n'y a plus de place à l'amateurisme. Et en termes de recherche de biens, c'est devenu, je trouve, aussi un peu plus compliqué qu'il y a 5-10 ans. À une époque, il y avait trouver une bonne affaire, c'était assez facile, on va dire. Maintenant, il y a beaucoup de concurrence. Dans certaines villes, c'est devenu compliqué. C'est pour ça, moi, j'aime bien aussi les villes moyennes où il y a encore un marché, où on peut négocier. Il y a eu aussi la période où les crédits étaient un peu plus compliqués, où là, on pouvait. Enfin, actuellement, on peut encore pas mal négocier parce que il y a moins de ventes immobilières dans beaucoup d'endroits et moi, je pense qu'il faut profiter de ça. C'est une période où on peut un petit peu faire baisser les prix et faire des acquisitions à des prix intéressants malgré tout. Ouais, là, on est dans une. En fait, de toute façon, à chaque période, le coût de l'inaction coûte plus cher que le coût de l'action, même l'action mal faite. Mais là, ouais, on est dans une zone où on est dans un marché, qui est plutôt un marché acheteur. Alors, ça me fait rigoler, ça me fait sourire parce que je vois tellement de vidéos YouTube sur l'achat-revente. Et alors, c'est magnifique l'achat-revente, ça fait rêver parce que tu prends directement 70 000 euros. On oublie juste le risque d'illiquidité d'un bien où tu trouves pas d'acheteur, quoi. En fait, on n'est pas dans un marché vendeur aujourd'hui. Donc, c'est largement possible de faire beaucoup d'argent avec l'achat-revente. Ça, c'est pas le souci. Nous, on a des gens qu'on accompagne qui font de l'achat-revente. Par contre, faut pas oublier qu'on est dans un marché acheteur. Qui dit marché acheteur dit marché n'est pas un marché vendeur. Qui dit que quand tu fais de l'achat-revente, à un moment, peut-être que les formateurs ont oublié de dire ça, mais il va falloir revendre. Du coup, c'est très, très important que le projet soit bien structuré à l'entrée et de prendre une marge sur la marge potentielle que tu vas perdre à la fin. Et de ne pas se satisfaire de dire que ah non, mais c'est bon, la marge, ça va être de 20%. Non, non. Tu penses qu'elle va être de 20%. Donc, tu dois prendre 30% pour prendre minimum 10% de pommes à la fin. Parce qu'il y a un risque d'illiquidité dont les gens ne parlent pas. Ouais. Et là, juste pour préciser, quand tu parles d'un marché acheteur, en fait, c'est un marché qui est en faveur des acheteurs, hein, c'est ça. Oui, quand je dis un marché acheteur, c'est qu'aujourd'hui, clairement, comme tu l'as dit, il y a moins de transactions. S'il y a moins de transactions, il y a deux possibilités. Soit il y a moins de vendeurs qui vendent leurs biens immobiliers. Ça, j'y crois pas. Il y a surtout moins d'acheteurs qui se positionnent parce que le climat est anxiogène. Et après, oui, il y a moins de vendeurs parce que les vendeurs, du coup, l'agent immobilier leur a dit qu'il va falloir baisser de 50. Donc, ils préfèrent. Il y a des gens qui divorcent et qui préfèrent rester dans la même maison parce qu'on leur a dit que leur bien, il faudrait le vendre moins cher. Alors, j'avais entendu ça l'année dernière, mais je pense que ça n'a pas forcément changé parce que les vendeurs ont du mal. En fait, ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, on parle de crise et tout. Les taux d'intérêt, on a pu voir en un mois, ils ont descendu. Ils sont descendus. Quand c'est descendu, ça s'est débloqué. La baisse de l'immobilier, le temps de translation entre l'impact financier et le fait que ça baisse vraiment, c'est long parce que on est sur une psychologie de l'humain. Le vendeur, il veut pas. Donc d'abord, il dit quoi? Il dit à 200 000. Non, non, moi, je sais. Mon bien, il a pris forcément 50%. Je l'ai acheté il y a 5 ans. Non, monsieur, il y a 5 ans et aujourd'hui, il n'a pas pris de valeur, voire il a baissé de 10%. Non, vous savez quoi? Je vais essayer de le faire tout seul. Donc, ça prend 6 mois, il voit qu'il n'a pas de visite avant d'y aller. Donc, c'est lent avant d'avoir des vraies baisses.
Bon, les baisses, on les a constatées. Il y a eu des petites baisses dans pas mal de villes, mais il y a encore quelques mois je pense que on est encore dans cette phase-là où les acheteurs sont avantagés pour la négociation. Et par rapport à ce que tu disais, c'est sur les bonnes, il n'y a plus de bonnes affaires ou il y a moins de bonnes affaires. Je pense qu'aujourd'hui, on doit travailler les bonnes affaires plus. On a plus à un moment, on ne pouvait pas travailler les bonnes affaires. Une bonne affaire, il fallait acheter au prix. Limite, il fallait acheter au prix. Aujourd'hui, on est dans un marché où on peut travailler la bonne affaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous vous mettez sur le marché de l'immobilier, vous sélectionnez tous les biens qui correspondent. Tous les biens, vous faites une proposition 20% moins chère. OK. Et vous notez 100 biens comme ça. Les 100 premiers biens, c'est pas compliqué, vous faites une offre. Vous avez juste besoin d'avoir 1% de réussite. Vous avez acheté un bien, vous avez fait une bonne affaire. C'est-à-dire que 100 biens, c'est long, 100 biens, mais vous augmentez, vous prenez par exemple un rayon de 50 km autour de chez vous. 100 biens, ça va peut-être vous prendre 3 mois. C'est-à-dire que dans les 3 mois, vous avez un bien rentable. Ça veut dire que vous avez la capacité d'acheter 4 biens rentables à l'année. Donc, vous avez plus de capacité à acheter que ce que vous êtes vraiment capable de faire. Et je peux vous le dire parce que je m'en fous de vous donner une pépite parce que de toute façon, je ne pourrais pas acheter tous les biens qui vont tomber comme ça. Je n'ai pas le temps. Ah, c'est énorme ce que tu dis, c'est exactement ça en fait. Faites 100 propositions. En fait, si vous voulez réussir en immobilier, il faut y aller. Et même si vous faites 1%, c'est 1% des propositions qui sont acceptées, mais c'est pactole, c'est bingo. C'est exactement ça, en fait, l'état d'esprit de l'investisseur immobilier. Moi, là, tu viens de le résumer. Pour réussir à trouver des bonnes affaires, c'est ça, faut être régulier, faut faire pas mal de visites, faut faire pas mal de propositions, et à la fin, on y arrive, quoi. Voilà. Il faut pas lâcher. Il faut Toutes mes sociétés s'appellent Focus. Commence par Focus. C'est pas pour rien. Je pense que à la force du focus dans ce qu'on met en place. Super. Je pense qu'on va pouvoir conclure sur cette pensée-là. Le focus en immobilier, c'est un peu la gage de réussite. Donc, ton activité s'appelle Focus Immobilier, c'est ça? Alors, j'ai plusieurs sociétés. L'accompagnement en immobilier, c'est Focus and You. J'ai ma holding, j'en ai parlé, qui s'appelle Focus Group, et le cabinet de gestion de fortune qui s'appelle Focus Wealth Office. D'accord, super. Je te propose, on mettra les liens sous la vidéo, comme ça vous pourrez consulter les activités de Damien. Et puis, Damien, merci beaucoup pour ton partage d'expérience. Merci à toi pour ton temps. Ça a été très agréable d'échanger avec toi. En tout cas, on voit que tu es un investisseur d'expérience. Et puis, je pense beaucoup de choses en commun. Et j'espère que, en tout cas, vous qui avez écouté cette interview, ça vous a inspiré. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo. On y répondra avec très grand plaisir. Est-ce que tu avais quelque chose que tu voulais rajouter pour conclure cet échange? Je viens deux choses que j'aime à dire. Un mantra, la vie est belle. Donc, on se rappelle ça quand on a des coups durs, malgré tout. Et le deuxième, on est sur Terre pour vivre des expériences. Donc, au-delà de l'immobilier, au-delà de placer des actifs, là, il y a quelques jours, j'ai interviewé un grand patron de fonds d'investissement et de gestionnaire de fonds. Donc, c'est du private equity. Et en fait, on pourrait se dire c'est juste placer de l'argent, mais en fait, ils ne placent pas juste de l'argent, ils aident des sociétés à vivre des expériences et à aller beaucoup plus loin. Et juste dans la vie, si on se dit qu'on est là pour vivre des expériences et pas juste faire de l'argent, ça change un peu notre vision du monde, je trouve. Merci en tout cas pour ce point. Ça conclut bien cet échange. Je te remercie et je te dis à très bientôt, Damien. Merci beaucoup.